Alors, Coexistence, c'est un des items justement de cette série dont j'apprends aujourd'hui, merci, qu'elle n'est pas terminée, possiblement. Là, tu les mets en côte à côte et face à face d'ailleurs, hein. Ça, c'est une pièce qui va beaucoup séduire parce qu'elle parle aussi d'altérité, elle parle de cette relation à l'autre technologique que l'on se doit de revoir parce qu'on va avoir de plus en plus de robots autour de nous, physiques ou d'ailleurs ou virtuels. On a déjà plein de téléphones. Donc elle a beaucoup tourné, hein, cette pièce, parce qu'elle dit tout ça. Parce qu'elle dit tout ça et parce qu'aussi elle n'est pas trop bavarde, je pense. C'est aussi une installation vidéo qui est finalement assez abstraite, dans lequel on peut projeter beaucoup de choses. Ce qui me fait toujours sourire, c'est que lorsqu'on voit les images, c'est très épuré, et puis en fait, tout autour, il y a le bazar du laboratoire. Et c'était vraiment cette idée d'extraire un petit peu l'essence de cette relation entre la machine et l'être humain, pour amener le spectateur à penser la relation à l'autre, à l'altérité. Et c'est vraiment comme ça que je conçois ce dispositif de vie artificielle comme une façon de finalement être un miroir sur nous-mêmes. Et c'est vrai que mon approche de l'intelligence artificielle découle vraiment de ce champ scientifique qu'est la vie artificielle, qui est presque cette programmation qu'on va créer à partir de l'observation de la nature, des comportements, et qui nous amène dans un ailleurs, voire dans un endroit où on n'est pas forcément confortable. Et dans Coexistence, la machine ne va pas se calquer sur le mouvement de l'être humain, elle va justement créer sa propre évolution. Et ce qui est assez fascinant, c'est que l'être humain peut décider de complètement se fermer ou au contraire de s'ouvrir et d'essayer d'aller vers une autre forme de langage. En tout cas, pour moi, c'est une pièce qui est importante puisqu'elle elle va au-delà des clichés des conversations robotiques. J'avais vraiment fait le tour de toutes les expériences, puisque j'ai été aussi testeur de robots au Japon. J'ai été payée pour tester des interactions avec des robots, donc dans des situations... on arrive dans une agence de voyage et le robot veut nous vendre un pack de voyage, donc j'ai dû évaluer les interactions dans un but de recherche. Et en fait, j'avais fait le tour un petit peu à l'époque de ces interactions. Aujourd'hui, évidemment, la technologie a beaucoup évolué. Mais ce qui m'intéressait, c'était cet ailleurs, cette façon de s'abstraire du réel et de s'abstraire aussi du comportement de l'être humain. Et c'est ça qui est génial avec la vie artificielle, c'est qu'on va vers finalement un logiciel qui n'est pas programmé, mais qui est en fait programmé pour développer son propre comportement. Donc quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'une intelligence artificielle primitive. Alors, il y a eu donc l'humain, le robot dialoguant au travers d'images, l'humain et le robot dans le cadre, et après, tu as mis le robot face au robot. Alors, que j'ai eu la chance de présenter parce que Gilles Alvarez avait pris le robot et l'humain à Nemo au Centre culturel canadien avec Alain Thibault. Nous avons donc choisi Soulshift, ce que j'ai pas regretté parce que finalement c'est sans doute une de celles que je préfère, si ce n'est ma préférée. Donc là, on sent que tu continues à creuser un sillon, et puis tu dis autre chose, et tu dis autre chose, là, je trouve très très fort avec le titre. Ça, je te laisse t'expliquer. Le soul shift, c'est-à-dire le passage de l'âme, c'est ça, hein? Le passage de l'âme, bah, c'est vrai que dans toute cette idée de l'incarnation, il y a vraiment cette idée du corps, de l'âme, de la machine, du logiciel, et comment est-ce que tout ça vient frotter, comment est-ce qu'on se retrouve justement à un endroit qui nous fait réfléchir. Et Soul Shift, c'était vraiment une pièce qu'on a mis en scène et en fait qui a beaucoup ému les chercheurs avec qui j'ai travaillé, puisqu'en fait le premier robot était cassé, il y avait un deuxième robot qui arrivait et en fait on l'a fait se réveiller avec l'esprit du premier. Il y avait plein de choses derrière, mais il y a notamment ce mythe du mind uploading, qu'un jour on sera peut-être capable de uploader des cerveaux sur des machines, qui est un peu un fantasme de la science-fiction. Mais il y a aussi cette fragilité de la technologie qui est quelque chose que j'ai voulu mettre en scène, où en fait on est loin de ces images de la science-fiction, des robots tueurs, des robots ultra perfectionnés. Non, on est sur des machines qui sont fragiles, on est sur... voilà, en co-création avec des objets qui sont des objets scientifiques, mais quasiment des objets d'orfèvrerie. Et ça a été un moment très émouvant, le tournage de cette œuvre, parce que elle racontait quelque chose aussi peut-être de notre humanité et de notre fragilité à ce moment-là. Au travers des robots, justement. Alors, une pièce très différente, mais à la même époque,
qui est Exovision, que j'ai eu la chance de voir, je crois, à la Maison Populaire de Montreuil. Mm. Et je trouve cette pièce le terme que j'ai mis en bol, c'est agilité. C'est-à-dire que tu fais littéralement s'exprimer des pierres et tu utilises une technologie que j'ai déjà partagée avec mes étudiants, mais que finalement tu tords, tu contournes de façon à porter une espèce de couche de rêve comme ça, d'évidence, hein, en faisant s'exprimer des pierres et en utilisant une astuce liée à la tranche. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui est assez présent dans ton travail. C'est une capacité, en raccourci, j'ai presque envie de dire, à ne pas t'embarrasser avec les techniques qui parfois sont retors, et à de savoir aussi les utiliser avec un petit peu de distance. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tu aimais bien aussi tester cette imprimante. Hop, boum, il y a une œuvre qui en a émergé. J'aime bien cette relation que tu as aux techniques, aux technologies, littéralement, c'est un peu fort comme terme, mais de les hacker et de passer par la porte de derrière quand tu ne peux pas passer par la porte de devant, quoi. C'est vrai qu'à la base de la création de mes œuvres, il y a toujours ce détournement, détourner une technologie pour déjà en faire une œuvre, pour pousser le médium. Et puis, ouais, la question du détournement, elle est importante. Et c'est vrai que Exovision, c'est une œuvre assez singulière dans mon parcours qui met en scène... alors, il y a des pierres, des fossiles, des minéraux, du bois pétrifié. Donc, il y a presque cette idée d'objets fossilisés qui vont se mettre à parler avec cette dimension numérique et avec la réalité augmentée qui va faire apparaître des formes, du son, et qui va devenir une sorte de continuité temporelle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette collaboration aussi avec ces grandes lignes temporelles où le bois pétrifié, il a mis des milliers d'années à se pétrifier, à se former. Et nous, finalement, en tant qu'êtres humains, on a cette couche numérique qui est très éphémère, mais qui replace en fait les choses dans leur ordre de grandeur. Donc cette collaboration avec la nature qui a mis des années à former toutes ces couches successives, et puis la collaboration avec l'humain. Et en fait, c'est une pièce qui met en scène aussi cette temporalité-là, qui est aussi importante dans mon travail, et notamment toutes les œuvres que j'ai pu créer en lien avec la préhistoire. Et en même temps, quasiment, oui, 8 ans après, c'est un retour, 7 ans après, à la réalité augmentée, qui fait partie de tes pratiques avec la réalité virtuelle. Et c'est aussi une pièce virtuelle. que j'ai créée au Japon, qui a son importance, puisque au Japon, on le sait, la tradition, le rapport à la pierre, à l'objet, notamment dans les temples où une pierre va venir tout d'un coup symboliser un Bouddha ou symboliser en fait une figure. Et en même temps, ce rapport ultra compulsif au numérique, au téléphone. Et c'était assez intéressant de le voir, de voir cette œuvre mise en scène au Japon et le comportement, par exemple, des différentes cultures, en fait, en fonction de... La culture animiste où justement les objets évidemment, possiblement ont une âme. Et puis j'aime bien aussi passer du coq à l'âne en gardant quand même la chronologie. 2019, alors j'y étais mais je l'ai raté. Linz, Ars Electronica, tu participes à une aventure là résolument collective, puisque dans tes amis japonais, il y a des très très bons compositeurs, performeurs de musique électronique, des stars. Hein. Là, tu es à l'image, un petit peu plus proche des images que des sons, même si je vois qu'il y a un clavier ici, je t'ai déjà vu performer, notamment à Chantilly. Et il y a des chamboulistes. Donc là, c'est quand même une aventure qui j'imagine, t'amène quand même avec entre les musiques électroniques, je ne sais plus comment il s'appelle. Keishiro Shibuya. Voilà, Shibuya, qui est une star de la musique électro, qui peut finir en club aussi, littéralement, à faire danser. Et puis des chants bouddhistes et tout ça mélangé dans c'est la cathédrale. Alors c'était dans la cathédrale Saint-Florian de Linz. Qui est magnifique. Qui est magnifique, où est enterré Anton Bruckner. Donc c'était vraiment un moment assez à part. Et oui, Keishiro Shibuya, ça fait plus de 10 ans qu'on collabore dans plein de formats différents. Il a composé des musiques pour certaines de mes œuvres. Je suis intervenue sur certaines de ses performances. Et on a commencé cette pratique de la performance à deux dans des formats très différents, qui peuvent être des DJ sets, ou en même temps, on avait fait une performance piano-vidéo au Silencio. Et là, c'était un projet très particulier qui était une sorte de chant entre le chant traditionnel shomyo, le chant bouddhiste millénaire, la musique électronique et les visuels 3D. Donc en fait, ça a été pour moi
une aventure assez incroyable qu'on a menée, qu'on a réitérée avec ce moine bouddhiste Eizen Fujiwara qui, lui, est en retraite permanente dans le mont Koya au Japon. Et tous les visuels sont générés en temps réel, avec la voix du moine, avec le son. Donc en fait, c'est une œuvre totale qui se répond et qu'on a présentée à Ars Electronica, donc dans cette merveilleuse église, et qui est voilà, aussi dans mon travail une façon d'interpréter tous ces chants, toute cette tradition orale qui nous vient depuis des milliers d'années, et comment est-ce qu'aujourd'hui on trouve une nouvelle résonance, par exemple, dans des visuels, dans une façon d'incarner. Et notamment tout un travail de scan 3D que j'ai été réalisé dans la forêt sacrée du Mont Koya, en amont, et qui est presque voilà, une façon de venir capter des choses, de capter une spiritualité, et en même temps de collaborer avec des êtres humains sur scène. Mais Keishiro Shibuya est une des premières personnes qui m'a fait monter sur scène et qui m'a fait sortir de derrière l'ordinateur pour être visible, ce qui en fait change tout lors d'une performance, puisque le corps est impliqué. C'est clair.